Une bouteille de champagne s'ouvre, un bouchon saute, et, loin des festivités, un verrou s'installe discrètement dans le golfe de Finlande. Tandis que toute l'Europe s'apprête à fêter la nouvelle année, une tension silencieuse s'accroît sur la Baltique. Les médias gardent le silence, mais les signaux virent à l'alerte. Au large, l'OTAN orchestre de soi-disant exercices environnementaux. Pourtant, derrière cette façade, se dessine un encerclement minutieux de la Russie, presque invisible mais implacable. Les routes maritimes reliant la Russie à l'Europe se rétrécissent, officiellement pour la sécurité ou l'écologie. La véritable cible se devine. Kaliningrad, l'exclave russe entre la Pologne et la Lituanie. Dès janvier 2026, cette enclave pourrait être isolée du monde. Les États baltes et la Finlande installent, sous couvert de surveillance, des dispositifs proches d'une quarantaine navale. Ce n'est pas un blocus déclaré, ni une confrontation ouverte, du moins pas encore. Mais la pression monte chaque semaine. À l'ombre, des acteurs préparent un isolement total de Kaliningrad. Autour des tables de réveillon, nul ne devine que la Baltique frôle désormais le point de rupture. L'enjeu dépasse la région, c'est l'équilibre de toute l'Europe qui vacille. Si la Russie est occupée, un engrenage militaire pourrait s'enclencher. La paix, la sécurité économique, la liberté de naviguer sur la Baltique, tout pourrait s'effondrer d'un coup. Mais cette manœuvre n'est pas née d'hier. Elle s'inspire d'une stratégie redoutable, conçue il y a plus d'un siècle et ressuscitée aujourd'hui. Son nom de code, la pétale d'Anaconda. Et si cette méthode d'étouffement n'était pas une première? La stratégie de l'Anaconda, aujourd'hui redoutée en Europe, Jean-Nichan, c'est de Terk, plonge ses racines dans le passé. Pendant la guerre de sécession, le général Winfield Scott imaginait déjà, il y a plus de 150 ans, un blocus pour asphyxier le Sud sans bataille frontale, couper route, commerce, alliance et attendre la reddition. Mais ce plan a survécu au siècle. Au XXe, Zbigniew Brzezinski l'a réinventé en visant la Russie, cette fois par l'économie, la diplomatie et le droit international plus que par la force. L'objectif reste limpide, isoler Moscou sans déclarer la guerre. Aujourd'hui, deux grands axes structurent cette nouvelle ceinture. À l'ouest, l'Entre-mer veut unir l'Europe de l'Est, de la Baltique à la mer Noire, sous l'égide de Washington. Au sud, la Turquie promeut le Grand Turan, unissant les pays turcophones d'Asie centrale et d'Azerbaïdjan dans une alliance potentiellement hostile à Moscou. Oublier ce passé, c'est risquer de répéter l'histoire, mais sous des formes inédites. Pression économique, blocage technologique, guerre juridique. Pour l'Europe et la Russie, l'enjeu est colossal, la paix et la stabilité du continent. Mais comment, concrètement, cette stratégie se déploie-t-elle aujourd'hui autour de la Russie? Regardons de plus près la zone la plus sensible, le corridor baltique et le blocus progressif du golfe de Finlande. C'est là que la pression se fait la plus intense et que les risques d'escalade sont palpables. S'agit-il simplement de contrôles écologiques ou assistons-nous à une guerre silencieuse qui s'intensifie chaque jour? Dans le golfe de Finlande et autour de Kaliningrad, ce qui se joue dépasse largement la simple protection de l'environnement. Depuis plusieurs mois, l'Estonie et la Finlande synchronisent leurs contrôles renforcés. Mais cette coordination n'est qu'une partie d'un plan plus vaste. Officiellement, on évoque la surveillance des fonds marins ou la sécurité des câbles. Pourtant, chaque navire à destination de la Russie subit des inspections interminables. Ce ne sont pas quelques minutes, mais parfois plusieurs jours de retard qui frappent la logistique russe sans qu'aucun coup de feu ne soit tiré. Derrière les prétextes techniques, l'OTAN introduit désormais des mines intelligentes lors de ses exercices. Ces dispositifs, capables de sélectionner leurs cibles et de rester inactifs pendant des semaines, sont testés sous couvert d'entraînement. Leur simple présence, même supposée, suffit à faire peser une menace constante et à décourager de nombreux armateurs. Ainsi, l'accès russe à la mer Baltique se réduit. Le commerce, la sécurité énergétique et surtout l'approvisionnement de plus d'1 million d'habitants à Kaliningrad dépendent désormais du bon vouloir de l'Europe du Nord et de l'OTAN. Nous assistons à un blocus moderne, sans bruit ni déclaration, qui étrangle progressivement la région. La tension monte de part et d'autre. Mais jusqu'où cette stratégie d'étouffement peut-elle aller avant d'entraîner une rupture incontrôlable? Derrière cette pression silencieuse, une question s'impose. La Russie acceptera-t-elle longtemps cette asphyxie sans riposter? Les prochains développements pourraient bouleverser l'équilibre européen. La moindre étincelle peut-elle tout faire basculer? En mer Baltique, chaque choix devient un domino prêt à tomber, risquant d'entraîner l'Europe entière dans la tourmente au moindre faux pas. Pour la Russie, renoncer à Kaliningrad serait plus qu'une simple concession. Ce serait accepter de fragiliser sa position stratégique, ouvrir la porte à d'autres reculs et exposer l'ensemble de son territoire à de nouvelles pressions.
Pourtant, la tentation de desserrer l'étau par la force reste dangereuse. Une opération militaire, même limitée, pourrait être interprétée par l'Occident comme une agression majeure. L'ombre de l'article 5 de l'OTAN plane. La défense collective deviendrait réalité, précipitant le continent vers l'affrontement total. Un parfum de crise des missiles flotte sur la Baltique. Mais en 2026, l'engrenage pourrait s'enclencher sans déclaration de guerre, provoquant paralysie économique, exode massif et destruction d'infrastructures vitales à travers l'Europe. Dans ce scénario, le moindre calcul erroné peut déclencher la guerre totale ou une perte irréversible pour la Russie. L'équilibre reste précaire, chaque instant favorise la surenchère, la paix vacille. Mais une autre issue est-elle possible, un choix pour éviter l'embrasement ? Face à cette stratégie d'étouffement, certains acteurs cherchent des solutions inédites. Jusqu'où l'Europe et la Russie sont-elles prêtes à aller pour défendre leurs intérêts vitaux ? L'histoire est impitoyable envers ceux qui refusent de prévoir l'imprévisible. Aujourd'hui, l'Europe et la Russie avancent au bord d'un précipice jamais vu, suspendus à leur capacité de sortir des automatismes. Si Moscou s'enferme dans des réponses classiques, elle risque de tomber dans le piège. Seule une approche inattendue, audacieuse, peut rompre la spirale d'encerclement. Côté russe qui en a un, il faut désormais inventer, surprendre, refuser la confrontation frontale. Briser le scénario dicté par l'adversaire, c'est ouvrir la porte à de nouveaux partenariats, investir les zones grises où l'Europe ne s'attend pas à être défiée. Pour les Européens, le vrai péril serait de sous-estimer la gravité de l'encerclement progressif. Derrière les discours sur la sécurité ou l'écologie, c'est la souveraineté du continent qui se joue. Une escalade aurait un prix concret. Paix menacée, économie fragilisée, liberté de circuler restreinte. Fermer les yeux, c'est risquer de sacrifier la stabilité de toute une génération. D'où l'urgence d'une vigilance accrue et d'un débat démocratique réel. Ni réflexe belliqueux, ni indifférence ne sont tolérables. Il faut questionner les choix, exiger la transparence, refuser que l'histoire se répète derrière des portes closes. Car au fond, le défi, c'est d'anticiper sans se laisser dominer par la peur, de défendre la paix sans naïveté. Laisser faire, c'est abdiquer notre droit de choisir l'avenir. Alors, face au dilemme, serons-nous prêts à agir ou à regarder le continent basculer ? À l'aube de 2026, tout peut basculer. Mais certains signes laissent entrevoir des options inattendues, capables de briser la logique d'enfermement. Si vous étiez à la table des décisions, quelle voie retiendriez-vous ? Accepter une lente asphyxie d'un voisin au nom de la sécurité ou tenter désespérément d'autres issues avant l'irréversible ? Cette interrogation n'est plus un simple exercice de pensée. Elle engage à présent la responsabilité de chacun, citoyen, décideur, simple témoin. Le piège se referme. Face à la stratégie de la pétale d'anaconda, il ne s'agit plus d'une joute diplomatique abstraite, mais d'un basculement qui menace notre vie quotidienne, la stabilité et la paix sur tout le continent. À l'ère des mines intelligentes et des embargos invisibles, la guerre ne se joue plus avec des chars. Elle se livre par décret, contrôle, sanctions, par une patience froide et une pression économique implacable. Mais c'est bien une guerre, potentiellement capable de dépasser nos pires cauchemars. Les choix que nous tolérons, par lassitude ou par peur, dessinent le monde de demain. Fermer les yeux sur une stratégie d'étouffement, c'est risquer de voir l'Europe basculer vers le chaos. Le mois de janvier 2026 pourrait devenir ce point de rupture, l'instant où l'Europe flanche ou se ressaisit juste avant la catastrophe. Alors, jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour préserver la paix ? Saurez-vous reconnaître les signaux faibles avant qu'il ne soit trop tard ?